Bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom sur. Nous nous intéressons ce soir à la visite présidentielle effectuée par le président de la République dans la wilaya de Lassaba à l'occasion des célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a supervisé à Kifa le lancement et l'inauguration de grands projets de développement touchant directement à la vie quotidienne des citoyens. 3 secteurs essentiels sont au cœur de cette visite. L'accès à l'eau potable avec la pose de la première pierre d'un projet majeur d'acheminement de l'eau du fleuve Sénégal vers Kifa et plusieurs localités de l'intérieur. Les infrastructures routières à travers la réhabilitation de tronçons stratégiques de la route de l'Espoir et les télécommunications avec l'extension de la couverture numérique dans les zones frontalières. Ces projets ne sont pas de simples chantiers. Ils traduisent une vision fondée sur le désenclavement, la justice territoriale, le renforcement des services de base et l'amélioration durable des conditions de vie des populations. Dans cette émission, nous allons revenir sur les enjeux de cette visite présidentielle, analyser l'impact concret de ces projets sur la wilaya de Lassaba et évoquer les perspectives qu'ils ouvrent pour un développement plus équilibré et inclusif. Pour répondre à nos questions, nous recevons ce soir sur notre plateau de Zoom sur Cheikh Bey Ould Cheikh Abdallahi, directeur de l'économie et de la réglementation au sein de l'autorité de régulation. Bonsoir, M. Cheikh Bey. Bonsoir. Nous recevons également M. Moussa Gaye, directeur général du département des travaux d'infrastructure au sein du ministère de l'Équipement et des Transports. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons Dr Mohamed Jiddou, coordinateur national du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa à partir du fleuve Sénégal au sein du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Bonsoir. Bonsoir. Sans plus tarder, je m'en vais poser ma première question à M. Bey. Ce projet de couverture des zones frontalières du sud-est en 2G et 4G réalisé par l'autorité de régulation est qualifié de stratégique. En quoi constitue-t-il, du point de vue du régulateur, une avancée majeure pour la souveraineté numérique du pays ou pas? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci bien pour cette aimable invitation pour évoquer des sujets d'une aussi grande importance. Avant de répondre à votre question, permettez-moi, s'il vous plaît, de présenter très brièvement l'autorité de régulation pour permettre à nos chers téléspectateurs, merci, de situer un peu la discussion. En fait, l'autorité de régulation est cette entité créée en 1999 et qui a vu ses compétences élargie, créée initialement en 1999 pour réguler le secteur des télécoms et qui a vu ses compétences élargies en 2001 à l'électricité, la poste et l'eau pour devenir une autorité de régulation multisectorielle. Elle verra également par cette même occasion son autonomie et son indépendance renforcées. Il s'agit donc d'une personne morale de droit public, autonome et indépendante, rattachée au Premier ministre. Elle est dirigée par un Conseil national de régulation composé de 5 membres, dont le président du Conseil et des directions opérationnelles. Ces 5 membres du Conseil, 3 sont nommés par le chef de l'État, le président de la République, et 2 sont nommés par le président du Parlement, de telle sorte à ce que le Conseil bénéficie d'une sorte d'onction du vote populaire, du vote au suffrage universel. Cette indépendance et cette autonomie l'obligent à un certain nombre de contraintes, dont la transparence dans ses décisions, la publicité de ses actes. Et à cet effet, elle dispose d'un site internet sur lequel elle poste régulièrement l'ensemble de
de ses actes, de ses décisions. Ça l'oblige également à pouvoir justifier ses actes. On attend de l'autorité de régulation la prévisibilité et la capacité de justifier l'ensemble de ses décisions, qui consiste en gros à rechercher l'équilibre entre les intérêts de trois acteurs dont les intérêts ne sont pas toujours convergents. L'autorité de régulation, au sein de ce triangle, cherche le point d'équilibre. Ce triangle dont les sommets sont l'État, les consommateurs et les opérateurs en tant qu'investisseurs qu'il faut également protéger. Et donc la mission principale de l'autorité de régulation consiste à veiller au maintien de l'ordre public économique dans les secteurs qu'elle régule, en recherchant l'équilibre de manière permanente entre les intérêts de ces trois parties. Donc ça, c'est pour l'autorité de régulation, pour situer un peu les téléspectateurs. Pour revenir à votre question, la souveraineté numérique est un sujet extrêmement important et crucial qui a émergé, dont on a commencé à parler avec l'émergence de l'Internet. L'émergence de l'Internet qui a bousculé un peu la vision, on va dire, matérielle des États. C'est-à-dire qu'on a, avec l'émergence de l'Internet, les États ont été bousculés pour revoir un peu cette notion de territoire, de géographie, etc. Et vers 2015, on a vu émerger, on a vu apparaître une définition de ce qu'on appelle la souveraineté numérique, qui consiste à dire qu'il s'agit en gros de pouvoir maîtriser notre présent et notre avenir, notre destin, tel qu'il se manifeste et tel qu'il évolue par l'usage des technologies réseaux informatiques. Plus concrètement, ça veut dire pour un État la capacité à réglementer et contrôler les technologies utilisées sur son territoire. Elle vise trois objectifs, cette souveraineté numérique. Elle vise trois objectifs. Le premier, c'est renforcer ou garantir la sécurité numérique dans le pays. Le deuxième, c'est réduire la dépendance vis-à-vis d'acteurs étrangers. Et le troisième objectif, c'est préserver les intérêts nationaux dans ce monde cyber, dans ce cyberespace, sans priver l'État, sans priver les pays, sans priver les populations des opportunités offertes par la révolution numérique. Donc ce projet de couverture de nos zones frontalières sud et sud-est par la technologie 2G qui permet, on va le rappeler, qui permet la voix. Donc c'est cette technologie qu'on avait sur le marché mauritanien jusqu'en 2006. Et la technologie 4G qui permet d'accéder confortablement à la data, à l'Internet, qui est arrivée sur le marché mauritanien en 2020. Donc la couverture de nos zones frontalières sud et sud-est d'Ndiagou, en Bek Tlahouache à l'est, d'Ndiagou à l'ouest jusqu'à Bek Tlahouache à l'est, est un projet effectivement stratégique et qui contribue évidemment à renforcer notre souveraineté numérique. Pourquoi on peut le dire ? On peut le dire parce que quand on regarde, quand on l'évalue à travers les objectifs de la souveraineté numérique, on voit qu'il répond bien à ces trois objectifs. Le premier objectif, c'était en tout cas l'un des objectifs était le premier objectif c'était de renforcer la sécurité numérique. Voilà, le premier objectif de la souveraineté numérique, c'était de renforcer ou de garantir la souveraineté numérique. La sécurité numérique. Et une chose est sûre, c'est que
laisser une part importante de notre population connectée de manière permanente à des réseaux étrangers, fussent-ils de pays voisins et amis, c'est sûr que ça expose notre pays à des problèmes de sécurité numérique qui peuvent être considérables. Et donc ramener ces populations à se connecter aux réseaux nationaux réduit, ferme cette brèche. Ça, c'est les deux objectifs de la souveraineté numérique, c'est réduire la dépendance vis-à-vis d'opérateurs étrangers. Là également, laisser une partie importante de notre population, une partie importante de notre territoire, dépendre exclusivement d'opérateurs étrangers, soit de pays voisins, soit d'opérateurs satellitaires orbite basse, laisser la couverture de ces zones frontalières stratégiques et sensibles à des opérateurs sur lesquels nous n'avons pas de contrôle est quelque chose qui crée une dépendance vis-à-vis d'opérateurs étrangers. Et c'est sûr que doter ces populations et ces zones de notre territoire de réseaux nationaux, d'une connexion nationale, est quelque chose qui réduit ainsi la dépendance vis-à-vis d'opérateurs étrangers. Troisième et dernier objectif de la souveraineté numérique dans lequel le projet s'insère parfaitement, c'est qu'en fait la protection des intérêts nationaux dans le monde du cyberespace. Il y avait, tant qu'il y avait des opérateurs étrangers qui opéraient dans ces zones, il y avait une manne, en tout cas financière, qui partait du pays, soit vers ces opérateurs des pays voisins, soit vers les opérateurs satellitaires que nous voyons qui existent, même parfois de manière illégale, sur notre territoire. Et donc, récupérer cette manne qui partait et l'insérer dans le cycle économique du pays est, à mon avis, quelque chose qui rentre dans le cadre de la protection des intérêts nationaux. Enfin, le deuxième volet du troisième objectif, c'est faire profiter nos populations des opportunités qu'offre le monde numérique. Là également, le projet, il s'y insère parfaitement bien parce qu'il dote ces populations de connexions 2G et 4G. Merci beaucoup, merci. Merci pour ces éclaircissements. Monsieur Gueye, quelle est la portée stratégique de la réhabilitation des 4 tronçons de la route de l'espoir inaugurée à Kifa? Merci beaucoup pour cette invitation. Et de me donner l'opportunité de parler de ce projet. Et réellement, le projet de 4 tronçons entre dans le cadre d'un programme beaucoup plus large. Il s'agit du programme de réhabilitation et reconstruction de certains tronçons routiers, donc qui partent en grande partie de la route de l'espoir. Donc, la route de l'espoir, dans laquelle on a réhabilité et reconstruit 6 lots. Et le 7e lot concerne la route Bogué-Kéhiti. Donc c'est un ensemble. Et là, l'événement qui s'est passé tout récemment avec l'inauguration de 4 tronçons vient compléter l'inauguration qu'on a réalisée l'année dernière pour un tronçon qui concerne Ayoun à Ouinazbil. Ça, c'est le lot numéro 4. Donc, cette année, on a l'opportunité de terminer 4 autres lots, donc, qui sont à Aleg Mortalajar, Djouk Kifa, Tentan Ayoun et Ouinazbil Timbedra. Donc, ce sont ces 4 lots-là qui ont fait l'objet d'inauguration. Il convient de noter qu'il y a un 5e lot, donc en plus qui devait être inauguré avec ces 4-là, qui a fait l'objet d'une résiliation. C'est le lot qui part de Timbedra à Nema.
du fait de la défaillance de l'entreprise, ce lot a été résilié alors qu'il avait atteint à peine 70% de sa réalisation. Ce projet il est stratégique, déjà parce qu'on dit route de l'espoir. Depuis les années 70, on savait qu'il fallait avoir cette dorsale-là qui part de l'ouest à l'est du pays, qui traverse après 6 wilayas. Donc stratégiquement, c'était important d'avoir cette route. Il faut dire que depuis qu'elle a été construite, à partir des années 75 jusqu'aux années 84-85, qu'elle a été réalisée dans sa globalité, il y a des parties qui n'ont jamais été réhabilitées. C'était l'occasion de passer sur tous les tronçons et de le refaire. Aujourd'hui, on voit qu'avec ces 6 lots qu'on a fait et les 30 km qui restent entre Timbedra et Nema, on peut pratiquer la route sans aucun problème depuis Nouakchott jusqu'à Nema, sans aucune contrainte. Donc, et là, on voit bien que ça facilite beaucoup de choses. Parce que là où arrive la route, il y a le développement, il y a le désenclavement. Donc aujourd'hui, nous sommes tous en tout cas rassurés. Vous avez tantôt, excusez-moi, Ouais, vous avez tantôt parlé de... vous avez dit que la route traverse Sioula. Et pourquoi cette route de l'espoir demeure-t-elle un axe central de la politique nationale des infrastructures? Oui, c'est vraiment évident parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est une dorsale. Donc déjà, rien qu'à travers cette route-là, on dessert 6 wilayas, j'ai parlé de 6 wilayas. Donc, mais je vais revenir un peu sur le cas particulier de l'Assaba, parce que c'est aussi extrêmement important. L'Assaba, c'est Kifa, la capitale de la wilaya. Nous avons des Moukata, Boumdid, Kankossa, Guérou, Boumdid, qui sont les Moukata de cette wilaya-là. Toutes sont liées à cette route de l'espoir. Toutes. Donc, stratégiquement, cette route-là, cette dorsale-là, permet de desservir aisément toutes les Moukata de la wilaya de la Saba. Et partant aussi les 2 routes. Il n'y a pas d'autre accès que par cette voie-là. Donc, il n'y a pas d'autre voie pour arriver aujourd'hui, goudronner, pour arriver au niveau dans ces voies, sauf celle-ci. Donc, stratégiquement, elles sont extrêmement importantes et elles jouent un rôle extrêmement important par rapport, en tout cas, à la stratégie nationale de la mobilité. Merci beaucoup. Monsieur Dr Mohamed Jeddou, pourquoi ce projet d'acheminement de l'eau du fleuve Sénégal vers Kifa est-il si important pour la région et pour le pays? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler de ce projet. Ce projet qui est un projet structurant, c'est un projet vraiment très important qui a été inauguré hier ou lancé hier officiellement par son Excellence le Président de la République à Kifa. Donc, avant de répondre à votre question, je me permets un peu de présenter de manière succincte ce projet, c'est quoi? C'est un projet qui vise à l'alimentation en eau de l'axe Goraï-Kifa. Quand je dis axe Goraï-Kifa, c'est quoi? C'est Goraï, comme localité ou comme ville, Selibabi, Hashigar, Oulienje, Kankossa et Kifa. Il va toucher à peu près, dans la première phase, à peu près une 52 villes et localités. Je n'ai cité que les principales villes et localités. Donc c'est un projet qui consiste à quoi? Il est composé du point de vue ouvrage hydraulique, il y a 3 composantes. Il y a une composante en pôle de production. C'est quoi? C'est une station de traitement des eaux de surface du fleuve au niveau du Goraï pour une production journalière à peu près de 50 000 mètres cubes par jour. Donc ce volume important sera acheminé à Kifa. Donc la deuxième composante, si vous voulez, c'est l'acheminement ou le transfert. Il s'agit d'une conduite en fond ductile, c'est-à-dire l'entièreté de la conduite, sur 255 km de Goraï à Kifa. Et la troisième composante, c'est la composante dédiée au stockage. Donc c'est quoi? C'est un certain nombre de réservoirs posés sur terre et un certain nombre de châteaux d'eau. Donc on a 2 réservoirs, chacun d'une capacité à peu près 10 000 m3 et à peu près une vingtaine de châteaux qui vont desservir les villes.
C'est un projet aussi, sa caractéristique, c'est un projet aussi financé par 6 bailleurs de fonds, essentiellement les bailleurs. Donc les bailleurs arabes. Donc je peux citer le fonds saoudien, le fonds koweïtien, le fonds arabe pour le développement économique et social, la Banque islamique de développement, le fonds d'Abu Dhabi pour le développement et l'OFIT. Donc ces 6 bailleurs, et bien sûr, il y a une contribution de l'État mauritanien. À peu près son enveloppe est de 300 millions de dollars, son financement, l'enveloppe de financement. Et c'est un projet aussi qui va financer, qui va résoudre le problème de la soif dans cette zone. Je rappelle aussi que cette zone est connue un peu par l'absence ou la rareté des eaux souterraines. Donc la ville de Kifa, elle connaît jusqu'à aujourd'hui de sérieux problèmes d'alimentation, bien que le ministère ou l'État dans sa globalité a fait beaucoup d'efforts un peu pour résoudre ce problème, mais le problème persiste encore aujourd'hui. Et la seule solution pérenne, c'est l'alimenter à partir du fleuve. Donc, je dis aussi que ce projet rentre dans un portefeuille de projets du ministère, de projets strictement. Je ne veux pas citer le petit projet, mais c'est des projets strictement où cette année, on a connu l'inauguration tout récemment du projet qui alimente la ville de Nouadhibou. On a connu aussi l'inauguration du problème qu'on vivait, que la ville de Nouakchott vivait au niveau d'Aftou Sahli, qui a été résolu aussi. Je peux citer aussi le lancement d'un projet au niveau du Brakna qui va toucher à peu près 150 localités, villes et localités. Donc c'est un portefeuille de projets vraiment qui va améliorer nettement l'accès à l'eau potable des populations. Donc concernant votre question, c'est quoi? Pourquoi l'importance du projet? C'est qu'on va toucher une zone peuplée. La ville de Kifa, c'est la 3e ville du point de vue démographique au niveau national. Donc, elle est située dans une zone, si vous voulez, je ne peux pas dire stérile, mais quand même, il y a un manque sérieux des eaux terrain. Donc, la solution durable et pérenne, c'est les eaux de surface. Donc, aussi, comment on appelle ça? C'est pas la seule. Quand j'ai dit Kifa, c'est pas la seule Kifa qui a des problèmes. C'est tout. C'est les Guidimaka et la Saba sont connus par les problèmes d'alimentation en eau. Donc ce projet qui va traiter les eaux de surface, qui est une source pérenne, il va résoudre ce problème d'alimentation en eau de ces villes. Ce projet doit être réalisé en 30 mois. Ouais. Comment le ministère compte-t-il assurer le respect des délais et la qualité des travaux? Très bien. Ce projet, effectivement, il est divisé en 5 kilos différents. Chaque kilo est financé par un bailleur. Le 1 et 2, par exemple, c'est financé par le fonds saoudien. 3 et 4, c'est financé par le fonds d'Abu Dhabi. Le lot 4, c'est financé par le fonds koweïtien. Et le lot 5, c'est un cofinancement entre le FADES et l'OFIT. Donc, le lot qui a le plus de délais, le plus grand délai, c'est le 30 mois. Donc, les autres, c'est 22, c'est 24, ça varie. De toute façon, nous, on n'a pas le choix. Il y a des institutions fermes un peu par rapport à éviter les glissements des délais. Ça, c'est plus acceptable au niveau national, ce n'est pas uniquement l'hydraulique, mais et nous, en tant que structure qui suit un peu l'exécution de ce projet, nous sommes tenus un peu à respecter l'exécution des travaux dans les délais. Pour cela, il y a une forte mobilisation, que ce soit de notre côté, que ce soit du bureau d'études qui assure le contrôle des travaux. Donc, il y a des réunions périodiques pour suivre l'avancement. Donc, il y a un suivi vraiment rapproché un peu pour éviter un peu ce glissement dans le délai. D'accord. Monsieur Cherbel, le président de la République a insisté sur le respect strict du cahier des charges, des normes de qualité et des délais. Concrètement, quel a été le rôle de l'autorité de régulation dans le contrôle de ces engagements tout au long des 3 phases du projet? Merci pour cette question. En termes de délai, finalement, le projet a été réalisé, on va dire, en 2 phases. La première phase, c'était d'Ndiago à Ouliange. Et finalement, les phases 2 et 3 ont été regroupées pour n'en constituer qu'une seule qu'on appelle phase 2 et 3.
Et donc, elles ont été réalisées en quelque sorte dans la foulée d'un seul trait. Et donc, ici, le réseau va d'Oulienja à Mbeket Lahouach. Alors qu'initialement, la phase 2 allait d'Oulienja à Fassal Nera, la phase 3 de Fassal Nera à Mbeket Lahouach. Donc, en termes de délai, la première phase donc, qui va de Ndiagou à Oulienja, il était prévu un délai de réalisation de 8 mois qui a été respecté. Les deux dernières phases, phase 2 et 3, donc de Oulienja à Mbeket Lahouach, il était prévu un délai de réalisation contractuelle de 13 mois. Et le projet a été réalisé, clé en main, en une durée de 11 mois et demi. Donc 1 mois et demi avant la fin du délai contractuel. En termes de respect des cahiers des charges et en quelque sorte du processus de manière générale, enfin des clauses et des engagements de manière générale, ce qu'il faut noter, c'est que d'emblée, l'autorité de régulation a sécurisé déjà le processus d'appel d'offres à travers un règlement d'appel d'offres bien étudié, bien sécurisé, à travers un cahier des charges clair, avec des exigences très claires, avec des performances des réseaux bien spécifiées. Et donc, durant les étapes de recette du produit, il a été procédé, conformément à un cahier des tests préalablement convenu entre le fournisseur et la partie contractante, en l'occurrence l'autorité de régulation. Il a été procédé à un ensemble de tests sur site par site, pour vérifier à la fois les équipements, les performances de réseau, que ce soit en termes d'établissement d'appel, en termes de coupure d'appel, en termes de qualité auditive, ou en termes de couverture à travers un indicateur le niveau du signal, le niveau du signal mesuré. Ça c'est pour la partie voix. Pour la partie data, des caractéristiques également, des paramètres techniques ont été également audités, ont été observés. Et suite à cela, il a été, ou de manière concomitante à cela, il a été procédé à une consultation au niveau des 3 opérateurs nationaux, Mattel Mobile, Mattel, Moritel et Chinguitel, afin de choisir l'un d'eux pour l'exploitation du réseau. Parce que mettre en œuvre un réseau est une chose, mais fournir le service des communications électroniques en est une autre. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui exploite le réseau. Et donc, suite à cette consultation, c'est l'opérateur Mattel qui a été retenu, qui avait la meilleure offre. Et donc, ce réseau est aujourd'hui opérationnel. Ça, c'est... j'ai parlé de tester le produit clé en main qui a été fourni par la société HMN qui a construit le réseau. Et donc, les tests que j'ai évoqués sont des tests pour pouvoir réceptionner le produit. Des tests d'ailleurs qui ont été réalisés en présence de l'opérateur Mattel qui héritera de l'exploitation et qui a déjà hérité aujourd'hui, de l'exploitation du réseau. Mais ce n'est pas fini parce que au cours de l'exploitation du réseau, ce réseau réalisé dans le cadre de l'accès universel, qui donc s'étale sur toute la frontière sud et une partie de la frontière sud-est, va être l'objet du même suivi et des mêmes exigences en termes de qualité des services que le réseau opéré par Mattel à Nouakchott, à Nouadhibou
ou ailleurs. Parmi les tests également qui ont été réalisés, j'ai oublié de le mentionner, si vous permettez. En fait, l'une des caractéristiques du réseau, c'est une couverture continue en 2G sur tout l'axe. Et donc ce n'est pas uniquement la couverture des localités situées, mais c'est vraiment une couverture continue. Et pour la 4G, pour la partie data, une couverture par site dans un rayon de 5 km. Et donc, cette couverture dans un rayon de 5 km a été également testée avant de remettre le réseau à... D'accord, mais le projet couvre plus de 400 communautés et environ 230 000 habitants sur une vaste superficie, comme vous venez de le dire. Comment l'autorité assure-t-elle la qualité du service qui reste conforme aux standards, notamment dans les zones aussi éloignées et sensibles? Bon, c'est un peu ce que je disais à la fin de ma réponse. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il est considéré comme partie intégrante d'un réseau opéré par un opérateur télécom conformément à un cahier des charges. Et donc, dans ce cahier des charges, comme pour tous les opérateurs, il y a des obligations en termes de qualité de service. Et donc, ces zones, les zones dans lesquelles ce service est fourni vont être objet du même suivi que pour les autres zones. Ce n'est pas la première fois que l'autorité de régulation a à suivre la qualité des services dans des zones reculées. Il y a quand même d'autres zones très très éloignées dans lesquelles le service a été déjà en place avant ce projet et pour lesquelles la qualité des services a été suivie. C'était le moyen qui était utilisé auparavant, c'est limité à des enquêtes, on va dire ponctuelles, des missions de contrôle, c'est-à-dire des équipes de l'autorité de régulation allaient sur place, faisaient les drive tests, mesuraient un certain nombre d'indicateurs et élaboraient un rapport. Et sur la base de ce rapport, les décisions des régulateurs étaient prises. Et parfois, d'ailleurs, ça allait jusqu'à des sanctions assez lourdes. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'autorité de régulation s'est dotée récemment d'une plateforme de monitoring du réseau temps réel installée dans son siège et qui permet le suivi quotidien de la qualité de service. Merci. Monsieur, docteur, ce système doit répondre aux besoins actuels, mais aussi à ceux des générations futures. Comment le projet dont vous avez parlé tout à l'heure a-t-il été conçu pour couvrir les besoins jusqu'en 2050? Merci beaucoup. Donc, je vais ajouter un peu que ce projet de recrutement des entreprises qui vont exécuter ce projet a fait l'objet des appels d'offres internationaux. Donc, c'était ouvert à l'international, donc tout le monde peut participer. Et on a une participation vraiment importante. On avait en moyenne une trentaine d'entreprises qui avaient participé par lot. C'est la moyenne. Il y a des lots où on avait 40, deux lots, on avait 20, quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'au finish, on a sélectionné des entreprises qui peuvent faire le travail. Ceci nous permettra d'éviter un peu ce glissement dont on a parlé tout de suite. Par rapport à votre question, ce projet, il va toucher en 2025 une population à peu près de 180 000 personnes. On a fait une étude détaillée en partant des données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, suivant le taux de croissance des populations dans cette zone. Et d'ici 2050, la population qui sera touchée par ce projet, à l'horizon 2050, c'est à peu près 500 000. Donc, ces besoins ont été calculés de manière sûre. Ces besoins concernent essentiellement les besoins pour l'alimentation en eau potable, les besoins du cheptel,
les besoins pour quelques activités génératrices de revenus, notamment le petit maraîchage. Donc il y a tout un calcul, toute une étude détaillée un peu qui nous a permis un peu de qu'on est sûr, qu'on va être sûr de répondre aux besoins de la population à l'horizon 2050. Merci. Monsieur Chefbay, l'exploitation expérimentale, vous avez un peu frôlé ça, a enregistré plus de 233 000 abonnés en un temps record. Comment interprétez-vous cet engouement du point de vue de la demande réelle et de l'impact social du projet? En fait, les données expérimentales, le premier retour, on va dire, d'expérience de l'exploitation de ce réseau montre quelque chose qui était d'ailleurs connu, c'est qu'il y avait un réel besoin. En fait, ces populations, quand elles le pouvaient, s'adressaient à des réseaux, au réseau des pays limitrophes ou au réseau satellitaire orbite basse. Et donc, pour ces populations, l'avènement de ce réseau national qui réduit les prix de manière considérable par rapport à leur situation d'antan, répondait en fait à un besoin réel. Répondait à un besoin réel. Aujourd'hui, il va sans dire que l'usage des communications électroniques, que ce soit la voix ou que ce soit la data, est quelque chose qui est tellement dans les habitudes des personnes, de telle sorte que même si ces populations elles-mêmes, localement, n'y étaient pas habituées, mais elles ont leurs correspondants, elles ont le reste de leur famille qui est dans d'autres villes couvertes, qui, eux, ont besoin de pouvoir joindre ces populations restées sur place. Et donc, le premier résultat de l'exploitation de ce projet, réalisé dans le cadre de l'accès universel, sont plutôt encourageants sur la suite. Je dirais juste, avec votre autorisation, je dirais juste un mot sur ce concept d'accès universel. C'est qu'en fait, dans la foulée des libéralisations du secteur des télécommunications, il est apparu nécessaire, étant donné qu'on va laisser le marché opérer les réseaux, rendre les services de manière commerciale, il est apparu nécessaire de tenir compte des zones qui ne sont pas et qui ne seront pas à court terme intéressantes pour les investisseurs, mais qui, malgré cela, ont droit au service de communication électronique. Et donc, on a créé ce concept d'accès universel au service de base, d'ailleurs qui est dans les autres réseaux. Dans les autres réseaux, ça renvoie aussi à la question des économies d'échelle. Donc, c'est quelque chose qui est assez important. Et ce projet, qui vous avez dit, couvre plus de 400 localités, couvre une surface de 140 km², une surface de 140 km² 14 000 km² en 2G et 6 000 km² en 4G, et qui s'étend donc sur toute cette bande frontalière. Ce projet est entièrement réalisé par le Fonds d'accès universel. Il a été réalisé par l'autorité de régulation, mais sur financement. Son financement, c'est le Fonds d'accès universel. Et le financement du Fonds d'accès universel vient des participations des opérateurs télécoms qui versent annuellement une redevance de leur chiffre d'affaires qui permet d'alimenter ce Fonds d'accès universel qui est logé dans un compte spécial au Trésor public. Ce Fonds d'accès universel, et ça c'est quelque chose qui est assez important, n'est pas une spécificité nationale. Il existe dans beaucoup de pays du monde. Dans notre région, ce qui est intéressant, c'est que chez pas mal de nos pays voisins et de la même sous-région, ce fonds existe, mais il n'est pas utilisé.
Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit une utilisation effective, concrète, dans le secteur des communications électroniques du fonds d'accès universel. D'accord, merci. Monsieur Gueye, revenons à votre département. En quoi consistent les travaux et comment contribuent-ils concrètement au désenclavement des wilayas de l'intérieur, notamment à la Sabah? Je pense que vous avez un peu parlé, mais vous n'avez pas développé. Oui. Et j'espère que tout va bien parce que... Oui, ça va, j'ai juste un petit problème de gorge. Donc, la question c'est comment le tronçon de la question Des travaux, comment concrètement elles contribuent au désenclavement des wilayas de l'intérieur, mais notamment celle de la Sabah? Donc, effectivement, j'en ai parlé tantôt. Donc, je disais que la route de l'espoir, comme toutes les routes, mais quand on parle de la route de l'espoir, a l'avantage de traverser 6 wilayas. Nouakchott, le Trarza, le Brakna, la Sabah et les deux routes. Et chaque fois, comme la Sabah est au centre, chaque fois, il y a des bretelles ou des routes qui partent de la route de l'espoir. Donc, si on fait le tronçon Matalajar, Djouk, automatiquement, on va avoir la route qui va se brancher, qui va aller vers Barkewoul. Donc, sans cette route-là, on ne peut pas desservir Barkewoul. Et une fois qu'on dessert Barkewoul, d'autres routes aussi vont continuer pour un peu faire Laftout, la zone Laftout. Donc, c'est Barkewoul, c'est Mungel, c'est Sabata, donc toute une zone qui est aussi en train de découverte. Et cette stratégie continue parce que là, si on part de Barkewoul, on va à Mbout, c'est un projet, on va en parler après. Vous savez dire qu'à partir de la route d'espoir, tout s'ouvre. C'est la même chose aussi qu'on va faire le branchement au niveau de Kankossa. Donc, Kifa qui va envoyer à Kankossa, c'est aussi déjà encore une ouverture à partir de la route d'espoir. Et c'est la même chose aussi quand on va aller à Boundet. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on a des bretelles qui sortent. Ce sera aussi valable quand on va carrément au Hod, le Garbi, la personne qui va aller vers Timbedra, qui va aller à Djigeni, qui va aller à Mourj, donc disons d'abord à Basknou. Tout ça, elle part de la route de l'espoir. Donc c'est toutes les contrées qui sont désenclavées. Ça, c'est de façon macro. Qu'est-ce qui explique l'importance particulière accordée au tronçon de Djouk qu'on qualifie de vital? Ah, très bien. Djouk, c'est une passe montagneuse. Donc, c'est la seule issue, en tout cas pour aller de la partie ouest à la partie est. On est obligé de passer par la passe de Djouk. C'est une passe qui traverse une zone montagneuse. Et après Djouk, c'est encore une vie qui commence. Mais Djouk avait la particularité que si elle se ferme, s'il y a un accident, s'il y a un camion qui se bloque, tout est bloqué. On ne passe plus. Plus rien ne passe. Jusqu'à ce qu'on lève l'obstacle. Maintenant, avec le programme qui a été réalisé, dont l'importance même a été démontrée par la présence du président de la République pour inaugurer les 4 tronçons à partir de Djouk, c'est qu'on a enlevé une grosse épine. Maintenant, au niveau de Djouk, il y a 2 voies. Il y a une voie qui est de montée et une seconde voie qui peut descendre. Et ça a l'avantage d'éviter l'encombrement. Ça a l'avantage très important de réduire de façon conséquente les accidents à ce niveau-là. Et aussi, si un jour il y a blocage, les voitures peuvent utiliser l'autre voie sans aucune contrainte. Ce qui fait que vraiment, maintenant, on a presque une garantie que la condition du trafic sur le route de l'espoir, il n'y a plus de blocage. Parce que là, c'est cet endroit, quand on prend de Nouakchott jusqu'à Nema, c'est là où on traverse une chaîne montagneuse, c'est Djouk. Après ça, c'est plat, Mais c'est juste à cet endroit-là qu'on avait des difficultés énormes. Avec cette organisation au niveau de la passe,
Maintenant, le problème est résolu de façon définitive. D'accord. Docteur, concernant les installations de votre département qui sont prévues, on sait qu'elles sont complexes et étendues sur plusieurs wilayas. Comment garantir un service fiable et durable une fois le projet achevé? Merci. Vraiment, la question se pose. Logiquement, ça se pose. Nous, en tant que structure, nous sommes chargés de l'exécution des travaux. Une fois que le projet est achevé, les travaux réceptionnés, on va procéder au transfert de ces ouvrages à la SN2 à Lancer. La SN2 en milieu urbain, au niveau de Moukata, et Lancer en milieu rural. Donc, et je rappelle ici que ces deux structures ont une grande expérience en matière de gestion. Et surtout, la SN2 qui gère déjà des projets réalisés de transfert d'eau sur de grandes distances. À ce titre, je peux citer le projet Al-Har, qui est terminé depuis 2 ans, et qui amène l'eau de Drouish, et qui va alimenter la ville de Nema à Youn sur une distance de 400 km. Donc, ils ont déjà une grande expérience par rapport un peu à la gestion de transfert. La même chose pour Makta Lajar, qui est alimenté à partir de Bouchiché. C'est à peu près une centaine de kilomètres, il y a un grand transfert aussi. La même chose pour Nouakchott, Aftout Sahli. L'Aftout Sahli, c'est situé sur l'EF à 200 km. Et c'est uniquement pour vous dire qu'on a l'opérateur qui va gérer un peu ces ouvrages, il a déjà une grande expérience par rapport un peu à ce genre de projet, à ce grand transfert d'eau. La deuxième chose, c'est que nous, en tant que structure chargée de l'exécution, il y aura un accompagnement des ingénieurs ou des techniciens de la SN2 dans l'exécution des projets. Donc, ils vont s'approprier un peu de tout ce qui se passe déjà. Et il y aura aussi une contribution pour la formation du personnel de la SN2. Donc, ils vont accompagner l'exécution, bien que ce n'est pas nouveau pour eux, mais quand même, c'est un renforcement, si vous voulez, un peu des capacités au fur et à mesure de l'exécution du projet. Par rapport à ce point, il y a pas, à mon avis, il n'y a pas de souci. Donc, de nombreuses villes et villages seront desservis. Comment les populations locales seront-elles associées et informées tout au long du projet? Les populations locales sont bien informées depuis la conception du projet. Donc, plusieurs missions ont été effectuées, plusieurs missions. Donc, il y a une phase étude de faisabilité du projet. Il y a une phase étude technique du projet, où chaque fois on envoie des missions un peu qui sensibilisent le projet. Donc il y a des enquêtes publiques où on invite les populations, on invite les élus dans chaque commune. Donc il y a un grand travail un peu, si vous voulez, de sensibilisation et d'information au niveau des populations locales qui vont bénéficier de ce projet. Merci. Monsieur Chavaille, ces nouveaux projets de couverture s'inscrivent-ils dans une vision nationale à long terme de transformation numérique et comment l'autorité accompagne-t-elle cette dynamique? Il y a, comme vous le savez, il y a une politique du secteur, il y a une politique du secteur numérique qui est élaborée par le gouvernement. Et l'autorité de régulation est chargée d'appliquer cette politique en ce qui concerne ses missions ou en ce qui concerne ses domaines d'activité. Elle peut intervenir à travers les axes que je vais énumérer. Le premier, c'est la régulation du marché existant, dans le sens la régulation déjà pour le marché, à travers la réalisation des processus d'octroi des licences. Ça, c'est pour bien contrôler la concurrence pour le marché et contrôler également et accompagner l'état de la concurrence dans le marché, une fois un opérateur rentre sur le marché. Elle délivre également les autorisations générales
pour les fournisseurs d'accès Internet et les fournisseurs de services à valeur ajoutée. D'accord, vous pouvez continuer. Mais il ne me reste pas beaucoup de temps. Il y a une question qui semble importante. Avec le lancement annoncé des licences 5G, l'itinérance nationale, vraiment en 1 minute si c'est possible. Bon, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que déjà par rapport à ce projet, qui était l'objet de la discussion, c'est un projet dont la pose de la pierre inaugurale a été réalisée le 26 décembre 2023 pour la première étape. L'étape 2 et l'étape 3 ont vu la pose de la première pierre réalisée le 26 décembre. La première, c'était à Kaïdi. L'étape 2 et 3 ont vu la pose de la première pierre réalisée à Malal l'année dernière, en 2024, le 28 décembre. Et cette année, le 12 décembre, Dieu merci, on voit plutôt l'inauguration du service totalement rendu. Donc voilà, en tout cas, un projet qui a été lancé et qui a été achevé dans des délais plus courts que les délais contractuels. Par rapport à votre question, très rapidement, la 5G, nous venons de lancer l'appel d'offres. Donc laissons le marché parler. Pour l'itinérance nationale qui permet à quelqu'un qui est abonné, qui vient dans une localité où opère un seul opérateur, de pouvoir rester connecté au réseau, même s'il n'est pas client de l'opérateur qui l'héberge, de l'opérateur qui opère dans la localité qu'il visite. Ça, c'est quelque chose qui est effectif depuis janvier 2024. Et pour la voix. Maintenant, pour la data, c'est opérationnel depuis novembre 2025 dans quelque chose qui est de l'ordre de 230 localités. Donc ça, c'est l'itinérance nationale, c'est quelque chose qui est déjà réalisé. Ce n'est pas un projet pour l'autorité de régulation, c'est déjà réalisé. L'identification biométrique, c'est quelque chose qui est également déjà réalisé. Bon, il est naturellement suivi par l'autorité de régulation. Et ça consiste tout simplement à sécuriser l'utilisation des cartes SIM, à pouvoir identifier les utilisations. Donc il y a une décision de l'autorité de régulation qui a été prise le 30 mai 2025 qui précise que seules les agences des opérateurs, plus les agents agréés chez eux, suivant une convention écrite bien déterminée, peuvent vendre les abonnements à 2 conditions. La première, c'est qu'il n'y a pas plus de 2 abonnements par opérateur. Et la deuxième, c'est que ça doit passer par l'identification biométrique. Merci. Monsieur Gaïla, je laisse la question ouverte, puisqu'il nous reste 3 minutes. Donc, si vous allez résumer, c'est votre dernier mot, et résumer si vous voulez. Oui, donc merci, je comprends que le temps est un peu court. Donc, il est très court. C'est un peu dommage. Ou bien vous avez beaucoup de choses à dire et nous avons juste c'est ça, parce que là, quand même, on aurait bien pu aborder beaucoup de sujets. Parce que si on parle de route, c'est un élément essentiel, fondamental pour les pays et pour son développement. Là, on parle de projets en cours. Donc on parle juste dans ce tronçon, c'est l'espoir. Alors que là, le réseau, le maillage est extrêmement important. Et l'État met des moyens énormes pour vraiment mailler les pays dans tous les sens. Et je ne veux pas aller sans indiquer qu'avec cette route qui part de Tijja jusqu'à Silvabi Rabou, c'est vraiment une route, comme c'est dit, c'est l'accès universel. Ce n'est pas des routes qu'on va chercher en santé économique, mais ça va desservir des populations qui n'ont jamais cru avoir une route. Il y a des gens qui n'ont jamais vu une petite voiture dans les localités. Ils ne voient que des 4x4 ou des camions. Donc normalement, si tout va bien, dans une année, on va voir des petites voitures rouler à Oudia, ce qui est extraordinaire pour eux. Donc ça, c'est la route qui est en cours et qui est en cours d'exécution. Il y a toute dont j'ai parlé tantôt, la route qui va aller de Martalajar jusqu'à Silbabi, en passant aussi par Barkewol, en passant par Mbout, et ainsi de suite. Et
Là, on va ouvrir aussi un tronçon extrêmement important encore parce qu'on va avoir des frontières. On doit maîtriser nos frontières pour qu'on reste dans le domaine national, comme il a si bien dit. On va faire la route qui va de Tintan jusqu'à Tuile, en passant par Ain Farba. C'est aussi important. De la même façon aussi, Timbedra, Boustelia, Adel Bagrou, tout ça sont des routes envisagées et qui servent à mailler à ce que chaque citoyen, chaque, en tout cas Mauritanien, puisse être desservi au plus près, qu'il soit vraiment désenclavé. Juste un dernier mot, parce que nous avons un territoire très vaste, scavé et qui a beaucoup de contraintes naturelles. Il y a un problème extrêmement important, c'est le désenclavement. Il y a un problème de désenclavement de 2025 qui a été lancé en 4 lots, qui concerne après 8 wilayas, sont confiés à un autre département. Les marchés viennent d'être signés, les travaux vont commencer incessamment. Et ça, c'est au toucher vraiment la plaie. C'est entre localités, juste du blocage qui se ferme pendant 2 mois, sans avoir accès à l'accessibilité. Là, si tout va bien d'ici, l'hivernage prochain, on ne va pas rencontrer les contraintes qu'on a vécues, qui nous ont bloquées pendant des années. Logiquement, ce programme-là, il sera à démarrer bientôt. L'objectif, c'est qu'au hivernage prochain, que toutes les zones soient accessibles. D'accord. J'aurais voulu parler, mais je m'arrête là. Il faut que vous reveniez pour... Docteur Mohamed Djeddou, un dernier mot. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire, tout simplement, ce que je l'ai déjà dit. C'est qu'il y a de grands efforts qui sont en cours, qui sont déployés par le département de l'eau et de l'assainissement pour un peu résoudre le problème de l'alimentation en eau potable. De grands projets structurants qui vont vraiment contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Comme on dit, l'eau, c'est la vie. Et on assiste ces dernières années vraiment à une amélioration nette du taux d'accès des populations à l'eau potable. De grands efforts, j'ai cité quelques projets, ils sont nombreux, mais je peux les citer un à un, mais quand même, je pense en matière d'accès, on a connu ces dernières années vraiment une amélioration du taux. Nous, actuellement, on estime le taux d'accès au niveau national à peu près à plus de 70%, le taux d'accès. Donc, beaucoup de financements ont été mobilisés, beaucoup d'ouvrages pour le transport, pour la production, pour le transport, pour la distribution de l'eau ont été réalisés. Et je pense que ce projet, le projet de Kifa, il va un peu compléter ces projets déjà réalisés. Et surtout, ce projet est réalisé, comme je vous ai dit tantôt, dans une zone où il n'y a pas d'eau souterraine, elles sont rares. Et la seule eau pérenne et durable, c'est le fleuve. Donc ça va être, à mon avis, un deuxième projet important, au même titre que le projet Afto Sahli qui a résolu le problème de la ville de Nouakchott. Et ce qui est aussi important, au niveau des principales villes, il n'y a pas une seule source, il y a une sécurisation de l'eau. Parce que, par exemple, quand je prends la ville de Nouakchott, elle est alimentée par Idini, mais aussi en même temps par Afto Sahli. Et dans le futur, Inch'Allah, il y aura une station de dessalement aussi. Donc c'est la sécurisation un peu de l'alimentation au niveau des grandes villes du pays. D'accord. Merci beaucoup, merci. J'avoue que c'était un peu court, mais nous étions là pour parler de la visite du président de la République. Donc ce qui met fin à cette émission, je remercie mes invités, Cheikh Pay ou Cheikh Abdallahi, directeur de l'économie et de la réglementation au sein de l'autorité de régulation. Merci. Monsieur Moussa Gueye, directeur général du département des travaux d'infrastructure au sein du ministère de l'Équipement et des Transports, et Dr Mohamed Djeddou, coordinateur national des projets d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa à partir du fleuve Sénégal. Il est au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Merci, c'est la fin de l'émission. Au revoir, à la semaine prochaine, Inch'Allah.